et son exposé a pour titre Homo Viator. Je vais essayer de calmer un peu l'émotion qu'a laissé Carmen avec son exposé, parce que je vais partir sur un sujet un peu plus, on va dire, serein. Je vais parler de l'homo viator. L'homo viator, c'est une expression latine, ce qui ça veut dire l'homme qui marche, les pèlerins, les gens qui marchent à la recherche de quelque chose. Cette réaction très humaine que c'est de se déplacer pour aller chercher quelque chose que parfois il n'est pas tout à fait au courant de ce qu'il cherche. Il s'agit de trouver. Alors l'homo viator parle de cet homme itinérant, toujours en devenir. Il faut que je dise aussi que c'est le titre d'un ouvrage d'un philosophe existentialiste chrétien français, Gabriel Marcel, qui s'appelle justement Homo Viator et qui parle beaucoup de l'espérance. Donc on voyage, hein, c'est mon topo, on voyage généralement soit par plaisir, soit par nécessité, parfois par contrainte, parfois comme un hobby, etc. Mais il y a cette réaction très humaine que c'est le voyage. Et on peut confirmer en fait que les animaux se déplacent et nous les humains, nous nous déplaçons, mais aussi nous voyageons. Ça veut dire la particularité de voyager nous revient totalement aux humains. Donc, alors les motivations pour voyager sont diverses et variées. Il y a les voyages de tourisme. Dans ce type de voyage, les voyages de tourisme, c'est la joie. Quand on va partir en vacances, on se prépare, etc. Et il y a une sorte d'angoisse, mais en même temps, c'est une angoisse qui est, on va dire, positive. Mais par contre, quand on est obligé à partir des forces, la sensation qu'on a, c'est plutôt de la tristesse. C'est un voyage, c'est un parcours, c'est un déplacement, mais il est chargé de tristesse, au contraire du voyage de tourisme. Et l'homme, il se débat dans ces deux pôles, parce que quand l'homme est renfermé ou assigné à domicile, il rêve de partir et de prendre le large. Mais quand il est condamné à l'exil ou à l'errance, il aspire toujours de retrouver son port d'attache. Ça veut dire qu'on est dans cette ambivalence du point de vue existentiel, et c'est pour ça que j'ai voulu intituler mon speech Homo Viator. Alors effectivement, le monde a été construit par ces voyageurs. Ils sont partis il y a plus de 200 000 ans de l'Afrique, l'Homo erectus et ensuite l'Homo sapiens, qui se sont répandus par toute la planète à la recherche du feu, à la recherche des aliments, à la recherche des couples, à la recherche d'un climat plus adapté. Et on a l'exemple des grands voyageurs, tels comme Hérodote, le philosophe grec, et on voit dans la carte là, à peu près la taille qu'avait le monde à l'époque d'Hérodote. Un peu plus tard, c'est Marco Polo, l'autre qu'on a entendu, le grand voyageur, qui a fait son récit de voyage, qui a étendu encore l'ampleur de la planète, pour continuer ensuite avec les fameux voyages de Magellan, qu'on vient de fêter le 105e anniversaire d'un voyage autour du monde sans GPS. C'est ce qui a été fait par Magellan, qui a laissé sa vie dans une île en Indonésie, dans un combat avec des aborigènes de l'époque. Et des 500 et quelques tripulants qui sont partis d'Espagne, ils sont retournés seulement 27, et qui ont pu raconter l'histoire de la recherche, de trouver les chemins pour faire le tour du monde. À côté, il y a aussi donc, notre connu Christophe Colomb, qui a fait plusieurs voyages. Donc, du coup, on voit qu'il y a cette impulsion pour les voyages, mais il y a aussi, à partir de Magellan et à partir de Colomb, un intérêt économique, un intérêt de pouvoir. Colomb a pu faire son voyage parce qu'il était financé par les rois catholiques. Magellan a été financé un peu pour les catholiques, mais c'était surtout à l'époque que le Portugal et l'Espagne étaient en confrontation pour qui étaient les pays les plus puissants de l'époque. Encore, on a des voyageurs, des grands voyageurs, tels comme notre cher Napoléon, qui a eu le soin de prendre avec lui des scientifiques, des botanistes, etc., notamment Champollion, qui est parti avec cette expédition de Napoléon et qui a permis de déchiffrer les hiéroglyphes de la fameuse pierre de Rosette.
Et ensuite, on a un autre que je suis quelque part obligé à citer, que c'est Alexander von Humboldt, un biologiste, un naturaliste allemand, qui a parcouru l'Amérique latine du nord au sud et qui a décrit les paysages, la mer, les montagnes, etc. Sans oublier ces derniers grands pas, hein, que c'est la Lune. Donc ça veut dire que l'homme n'a pas cessé de bouger. On est quelque part, cette impulsion de voyager, cette impulsion de partir. Et il y a aussi ceux qui n'ont jamais voyagé, comme c'est le cas de Jules Verne, qui n'est jamais sorti d'Amiens, sa ville de naissance, et qui a fait le tour du monde avec ses ouvrages. Donc on peut voyager sans voyager. Donc, alors, il y a plusieurs types de voyages. Je vais commencer pour parler du voyage psychodélique, un peu à la mode dans les années 60-70. Et aujourd'hui, curieusement, dans le monde de la psychiatrie, le traitement à base de médicaments, des substances psychodéliques est revenu à la mode pour le traitement de l'estress post-traumatique et pour le traitement de la dépression. On commence à réutiliser les LSD et la psilocybine. Il y a aussi la notion de voyage métanoïque, et c'est ce qui s'est passé d'après les antipsychiatres des années 70 dans la schizophrénie. C'est un voyage à l'intérieur de soi-même pour retrouver son véritable moi. Et il y a aussi les voyages qui est bien organisé, qui est bien ficelé, mais qui finissent pour donner un tableau pathologique du point de vue psychiatrique. De tout est connu, je pense, le syndrome de Stendhal. C'est ce qu'a pris Stendhal à la sortie de la visite de la cathédrale en Florence, qui a été pris par un état d'extase et qui est complètement avec des désorientations temporelles-spatiales, etc., et qui est passé tout seul. Il y a aussi, on a décrit en psychopathologie, le syndrome de Jérusalem, que c'est un syndrome aussi du même style, avec un délire mystique, qui prend aux gens qui visitent la ville de Jérusalem, que c'est la ville des 3 religions monothéistes, qui est très important. Et parfois, il y a aussi le syndrome de l'Inde. Je ne sais pas pour certains qui ont ici été en Inde, c'est vrai que c'est voir autant de misère en même temps, c'est quelque chose qui choque. Et dernièrement, on a décrit aussi le syndrome de Paris, que c'est un syndrome un peu de désorientation que prend les Japonais quand ils arrivent à s'installer à Paris. Je parle du syndrome de Paris. Et en fait, à la fin, c'est le voyage pathologique, c'est le voyage de nos chers patients psychotiques. Les patients qui, dans son délire, se sont investis d'une mission qu'il doit accomplir et qu'il doit partir en voyage. Donc ça, c'est le voyage nettement pathologique. L'autre, c'était pathogène. L'un, il faudrait que les voyages pathogènes, les gens qui sont atteints d'un syndrome de Stendhal ou de Jérusalem, au retour à leur pays d'origine, tous les troubles passent. Ça veut dire que c'est une réaction. Ensuite, j'ai continué, et là, j'ai commencé avec des sculptures de Bruno Catalano. C'est un sculpteur qui a un ouvrage magnifique, lui-même né en Algérie, élevé en Italie et qui habite actuellement à Marseille. Et je trouve que les sculptures relèvent vraiment de tout un message de ce qui est l'homo viator. Donc, il faut dire qu'il existe une grande différence entre les immigrants et les touristes. La mer, c'est la même. Les paysages sont les mêmes, les plages sont les mêmes, mais les motivations sont franchement très différentes. On voit un bateau, un beau voilier, et on voit un bateau de fortune. Et là, on voit dans l'image de gauche, cette photo, ça a été pris au sud de l'Espagne, et on voit une touriste qui était à la plage en train de prêter secours à une naufrage. Quelqu'un qui avait naufragé d'un bateau de réfugiés. Donc ça veut dire que pour les pays développés, les immigrants sont des réfugiés sociaux et les touristes, par contre, c'est une grosse source de revenus. Donc l'histoire écrite du voyage, est, comme presque toutes les histoires, elle est partie des mythes et des légendes. Nettement dans notre monde occidental, parce qu'on vivait dans le paradis. Et le monde, tout était parfait à portée de la main. Jusqu'au jour que, je ne vais pas répéter ça, parce que ce n'est pas tout à fait comme ça, Ève a poussé son mari à manger la pomme. Ça a été franchement simplifié, mais c'est un peu stupide. L'homme a voulu être comme Dieu, et Dieu, en voyant ça, les a expulsés
du paradis, et c'est à partir de là qu'on a dû commencer à travailler. Ça veut dire que quelque part, le travail est historiquement une punition. Après, ça a continué cette expulsion par d'autres. Après, c'était l'Exode, et après, c'était l'expulsion des Juifs de Jérusalem, et comme ça a commencé le grand déplacement mondial qui est arrivé à notre époque à ce phénomène qu'on peut appeler la mondialisation, qui va nécessairement lier à la migration. La mondialisation, c'est un processus dans lequel les frontières qui séparent les sociétés vont commencer à disparaître, chose qui va provoquer des changements à tous les niveaux, y compris chez les individus. Ce phénomène qui s'est produit à plusieurs reprises tout au long de l'histoire de l'humanité a pris maintenant une ampleur et une dimension universelle. À partir du 19e siècle, les migrations internationales se sont amplifiées avec le départ de millions de migrants européens en direction de grands territoires peu peuplés comme l'Amérique, l'Australie, l'Océanie, etc. Plus tard, dans le XXe siècle, qui a été marqué par la multiplication des camps d'internement et par les exodes massifs aux deux guerres mondiales et à la décolonisation. Et de nos jours, depuis les années 2000, on assiste à une forte augmentation du nombre d'exilés à cause des guerres asymétriques, ça veut dire les guerres entre groupes armés ou entre les groupes armés et les États, et aussi à conséquence des énormes déséquilibres économiques, sociaux et écologiques de la planète. Donc, et on voit là, historiquement, on voit les passages des républicains espagnols lors de la guerre civile, les passages de Pertus dans les Pyrénées, des milliers de personnes qui ont dû quitter leur pays dans l'année 39, à la fin de la guerre civile espagnole. Et un peu plus loin, on voit comment ça continuait, parce que ça c'est dans les années 60. Ça c'est nos chers amis portugais, à l'époque, qui traversaient clandestinement pour venir travailler en France. Et il avait une industrie de passeurs, telle comme on voit aujourd'hui. Ensuite, ça ne s'est pas arrêté avec les frontières terrestres. Il y a aussi les frontières maritimes. Et on voit, par exemple, ici en bas, les bateaux, les boat people à l'époque de la guerre de Vietnam. On voit ici les Cubains en train de partir à Miami. Et ici, ne parlons pas, c'est de les côtes nord d'Afrique. Et j'ai voulu mettre ici en comparaison, c'est ce qu'on appelait cette illustration du Moyen-Âge, que c'est la nef du fou. À l'époque, c'était une légende, quelque part, on mettait les fous dans cette sorte de coquille et on les lâchait dans la mer de façon qu'ils naviguent, qu'ils vont dériver jusqu'à qu'ils disparaissent. Est-ce qu'on n'est pas dans le même cas de figure ici et ici? D'ailleurs, ça ressemble beaucoup. Et ça continue. Et voilà les dernières, actuellement en cours, terriblement actualisées encore hier par le débarquement massif des migrants syriens à l'île de Lesbos, refusés pour la population, pour les paysans simples. Et sans compter avec celle que nous occupe ce soir, cette migration massive, dans un pays qui n'avait jamais connu ce phénomène de la migration, qui était plutôt un pays d'accueil. Et je vais vous montrer un petit photogramme d'un film qui s'appelle La 25e heure, qui est très curieux parce qu'il a été présenté en 1967 et c'était une production franco-italienne yougoslave. Alors, la Yougoslavie, c'est un pays qui n'existe pas aujourd'hui. Pour vous dire que de 67 aujourd'hui, on a vu des changements. Donc, et dans ce photogramme, on voit la famille de notre héros dans une gare en Roumanie, où on peut regarder ici qu'il y a une sorte de poster où on encourage les gens à partir au Venezuela, à les homeless, à les sans-abri, venir au Venezuela et n'était welcome. Ça, c'était le Venezuela encore à l'année 67. Ça veut dire, ce n'est pas, ça fait un siècle, 2 siècles, année 67. Il y a beaucoup de gens ici qui sont nés cette année et qui sont encore jeunes. On voit que ce phénomène, c'est le phénomène de la migration qui a pris des proportions scandaleuses. Vous voyez ici qu'au jour d'aujourd'hui, pas aujourd'hui, à la moitié de l'année 2019, il y avait dans le monde à peu près 272 millions de migrants.
de tous les côtés. Et ça, je suis sûr qu'au jour d'aujourd'hui, ça a dû encore augmenter énormément. Maintenant, je vais vite fait, parce que ça fait partie de mon domaine, c'est une sorte de psychopathologie des migrants. Donc, et je commence par une phrase de Neruda qui dit que le déracinement pour l'être humain est une frustration qui, d'une manière ou d'une autre, atrophie la clarté de son âme. Et c'est ce qui se passe chez l'individu qui est poussé à partir de chez lui. Les effets psychologiques de la migration sur les individus, on peut l'étudier sous 4 points de vue. D'ailleurs, comment étaient les migrants dans leur pays d'origine? Dans quelles conditions ils vivaient? Quel type de maladie, quel type de pathologie, quel type de manquement au niveau de santé, au niveau de l'éducation avaient avant de partir? Ensuite, les moments qu'on prépare le départ. Ce n'est pas la même chose partir de Venezuela par Maiquetía à l'aéroport que partir à pied par la frontière. On a le phénomène des caminantes, ce sont des gens qui vont à pied de Venezuela jusqu'au Chili, jusqu'au Pérou, et qui vont à pied. Évidemment, c'est bien différent un cas ou l'autre. Ensuite, l'expérience migratoire en elle-même. Et enfin, comme si c'était déjà pas assez, c'est l'expérience post-migratoire. Ça veut dire la sensation qu'on va ressentir quand on va arriver au pays d'accueil, qui parfois n'est pas tout à fait la meilleure des toutes. Alors, et je voudrais rajouter ce nouveau concept que c'est le concept d'aporaphobie. Un concept, c'est dit en espagnol parce que c'est une psychologue sociale espagnole qui a créé le terme aporaphobie, que ce n'est pas autre chose que le rejet du pauvre. Ça veut dire que ce n'est pas autant les migrants, c'est toujours les migrants pauvres. On reçoit bras ouverts la famille de Laurent Gbagbo, mais on refuse les Congolais qui arrivent de façon clandestine. On reçoit à Madrid les Vénézuéliens qui achètent un appartement pour 500 000 euros, une golden visa comme on appelle le gouvernement espagnol. Si on achète un appartement de plus de 500 000 euros ou on investit dans une entreprise à l'auteur d'au moins 500 000 euros, on a droit à une visa. Ça veut dire que c'est la aporaphobie, et je pense que le concept c'est très important, parce que cette peur du pauvre, c'est un sentiment qui a toujours été enfoui, mais qui fait partie de notre construction mentale. La psychologue en question, c'est Adela Cortina, qui affirme aussi que les problèmes sociaux qui touchent l'Union européenne vis-à-vis de l'immigration, ce n'est pas seulement lié à la xénophobie ou au racisme. Ils sont surtout liés au rejet des pauvres. C'est les pauvres qui nous font peur. C'est l'étranger, mais surtout l'étranger pauvre qui nous fait peur. Donc, il y a essentiellement dans la pathologie des migrants 2 types de pathologies. Là, c'est les syndromes post-traumatiques. On a vu que le stress post-traumatique a été une entité clinique qui a été décrite chez les militaires lors de la Première Guerre mondiale. Les Anglais les appelaient les shell shock. C'était des gens qui n'avaient pas de blessures physiques, mais qui avaient des blessures psychologiques et qui restaient complètement inhabilités pour le reste de la guerre. Alors, ce concept de stress post-traumatique était attendu à tout processus pouvant provoquer un traumatisme psychologique. Un tremblement de terre, une inondation, un hold-up, un accident de voiture, une fusillade, etc. Et il y a un ensemble de symptômes, je ne vais pas m'arrêter parce que ce n'est pas dans le domaine de tout le monde, une série de symptômes qu'on a décrits comme état de stress post-traumatique. Donc, cet état de stress post-traumatique peut prendre des formes des syndromes d'hyperactivité, que ça veut dire c'est un qui-vive en permanence, prêt à partir, prêt à fuir, ou des symptômes dissociatifs. Et en plus, il faut rajouter la difficulté à trouver des mots exacts. Alors, les deuils migratoires, c'est la 2e pathologie, c'est les états dépressifs, qui sont entraînés par la perte de beaucoup de choses, que chez les migrés représente, il y a un auteur espagnol, Achotegui, qui a travaillé avec des migrants à Barcelone, en Espagne, qui dit qu'il y a au moins 7 deuils qui représentent à peu près le deuil de la famille, des amis, de la langue, etc. Et affirme que 90% des patients qui suivent en consultation en Espagne sont atteints tous des symptômes dépressifs. Alors,
Et enfin, tous ces deuils peuvent être classés dans les classifications internationales, mais il définit une entité particulière, et c'est le syndrome de l'immigrant avec stress chronique et multiple. Ce n'est pas seulement le stress post-traumatique, le stress auquel il est soumis les migrants est permanent. Avant d'arriver, pendant le voyage, une fois arrivé, il est toujours en stress. Est-ce que je vais trouver, est-ce que je vais pouvoir m'intégrer, est-ce que je ne vais pas être rejeté, etc. Mais après, je vais passer à la notion de l'exil. Il y a une liste de mots, donc j'ai mis quelques-unes en vert parce que c'est curieux pour l'analogie avec le monde végétal. On parle de transplanter, de transterrer, de déraciner, et ce sont tous ces mots viennent à faire part de ce phénomène que c'est l'exil. Et parmi eux, il y a eu cette pratique très curieuse que c'est l'ostracisme. L'ostracisme, c'était une pratique qui se faisait dans l'Athènes classique vis-à-vis les individus qui constituaient un danger pour la société athénienne de l'époque. En fait, on inscrivait le nom de la personne dans une coquille et après cette coquille était mise dans un tesson d'argile et il était gardé dans une urne le temps qu'il était condamné. Celui-là, c'est un monsieur qui s'appelait Thémistoclès et qui a été ensuite réhabilité parce que quand le tribunal décidait qu'il revenait, il reprenait tous ses droits, on sortait la coquille et on la jetait, il était à nouveau libre de vivre dans la société de laquelle il avait été expulsé. Donc je vais finir avec une référence avec un psychiatre espagnol républicain exilé lui-même et qui a fait école au Venezuela. D'ailleurs, c'était mon maître, hein, qui a créé la chaire de psychiatrie, de psychologie médicale à l'université de Carabobo, qui lui-même a vécu l'exil d'une façon directe, parce qu'il a dû partir, il était républicain, il a dû partir, il est passé par France, il a resté un certain temps, et les autres Espagnols qui avaient débarqué en Amérique latine, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à une époque, l'Amérique latine était vraiment ouverte pour recevoir tous les migrants qui venaient des pays en catastrophe à l'époque, l'Italie, l'Espagne, etc., et il est arrivé au Venezuela. Il était arrivé au Venezuela et il a fait sa thèse de doctorat qu'il a présentée à 71 ans, en 1980, à l'université de Toulouse-le-Mirail, et il va donner une approche phénoménologique pour dire que l'homme est essentiellement un exilé, qu'on est toujours seul et que c'est le paradigme de l'homme. L'homme est celui qui n'y est pas. L'homme est en essence un étranger, un émigré, un exilé. Hippocrate, déjà le maître de la médecine grecque, disait que l'acte de la naissance était déjà une chute dans un ailleurs déjà étranger. Ça veut dire que quand on est rejeté sur le monde, on arrivait dans un endroit où on était expulsé. On était tellement bien dans le ventre de sa mère et d'un coup, paf, on est dehors. Et pour nous accueillir, on nous donne une petite fessée pour qu'on pleure. Donc Solanes lui-même, il disait que les sociétés humaines se sont données les plus grands critères d'inclusion et de ségrégation, à différence d'autres animaux de l'échelle zoologique. Et ces méthodes, c'était la prison, la mort et l'exclusion. L'exilé ne change pas de patrie. L'exilé change de monde. Ça, c'est le mot de Solanes, Dixit. Il s'intégrera, d'autant mieux si le pays d'accueil est une fenêtre sur le monde, d'où pouvoir saisir la face inédite de la planète et les visages inconnus de ses habitants en rapport étroit avec le devenir et la liberté. Et je finis avec Desteria, que c'est un pays imaginaire. Desteria, je n'ai pas trouvé la traduction française parce que déterrer, c'est sortir quelque chose de terre. Mais Desteria, c'est le pays de l'exil, ça serait l'exil-terre. Et j'ai trouvé cette belle phrase de Dante qui peut illustrer qu'est-ce que c'est Desteria. Notre patrie est le monde, comme la mer est celle des poissons. Je trouve que c'est magnifique. Donc, Desteria, c'est la quatrième population mondiale derrière la Chine, l'Inde et les États-Unis. Tout à l'heure, on avait vu 272 millions. C'est une forme de déracinement prolongé, parce que l'exil ne peut pas durer un week-end. L'exil doit être prolongé parce qu'il fasse les effets. Il va désigner un hors de chez soi avec toute la difficulté de réinstaller un chez soi ailleurs.
c'est une sorte de renaissance, mais doublée d'un deuil. Ça, c'est l'exil. L'exil n'est pas qu'extérieur, il peut y avoir au géographique. Roland Jacquard, un psychanalyste français, parlait d'un exil intérieur, c'est qui souffrait, les malades schizophrènes, les replis sur soi-même. Et en fin de compte, il y a une différence entre l'exil forcé et l'exil volontaire. L'exil, je pense que il y a beaucoup parmi nous qui ont choisi l'exil quand on veut changer de vie, quand on veut couper les ponts, quand on veut vraiment redessiner l'existence. En tout cas, je vais conclure, toute migration est donc douloureuse ou nuisible. Généralement oui, mais ils sont en même temps deux versants. Un versant négatif, qui peut justement inspirer les mal du pays, la mélancolie, mais en même temps, on peut dire, et on doit le dire, qu'il y a une partie positive. Parce que l'exil, c'est la seule chose qui nous permet de prendre conscience de ce qu'on perd dans l'exil. L'exil est ce qui nous fait croire à la seconde fois, ou à la seconde chance. Fait que loin de constituer une punition, est au contraire une chance. Ce n'est pas que je félicite les immigrés, mais en même temps, il faut pouvoir transformer dans une force positive la tragédie d'elle. Donc, et là, je finis avec une phrase d'un révolutionnaire, Farouche tout rouge, qui disait que l'exil permettait d'élargir la vision du monde, de la connaissance des hommes. Il dissipe les brouillards des conformismes et des particularismes étouffants. Il préserve d'une suffisance patriotique qui n'est en vérité que médiocre contentement de soi-même. C'était Victor Sage. Et tout ça pour finir avec cette phrase qui je pense que c'est le tout de tout. La phrase du poète Rilke qui dit que la seule patrie de l'être humain, c'est son enfant. Et je vous remercie.